L'œuvre de François Ozon attire indubitablement l'attention parce qu'elle est foisonnante, le cinéaste parvenant tant bien que mal à nous livrer un nouveau film chaque année, quelle que soit l'ambition du projet, mais aussi parce qu'elle est des plus variées. Ozon alternant volontiers des œuvres grand public, qui d'ailleurs cartonnent sans se faire prier, Potiche ou Huit femmes, avec des films plus fragiles, souvent plus douloureux, comme Le Refuge, Le temps qui reste ou Sous le sable. Mais Frantz est un cas à part que l'on ne peut rapprocher que de Angel, autre film d'Ozon situé au début du XXe siècle et parlé dans une langue étrangère. Frantz est selon toute apparence un film de conception classique. Les grands sentiments humains y ont libre cours, l'émotion triomphe et toutes les questions du monde se posent alors que se croisent la grande histoire, celle de la rivalité franco-allemande au lendemain de la Grande Guerre, et celle des sentiments cachés et complexes qui se nouent entre deux jeunes gens. Ozon aime bien jouer avec les codes, subvertir les genres. Il ne verrait sans doute aucun inconvénient ce que l'on qualifie sans Frantz de mélo, qui amplifie les mouvements et joue la carte des sentiments. Il n'y a aucun mal à cela. Mais c'est un mélo un peu complexe quant à sa construction, qui aime les flashbacks et caresse les mensonges, quitte à ce que ces mensonges aient une existence officielle sous la forme d'images, des images de scènes qui n'ont pas eu lieu. Parce que Frantz est un véritable écheveau de secrets, de non-dits, de lâcheté. Le mensonge est au cœur du film, il est constitutif du personnage central qui ment à tous, y compris à lui-même. Nous ne dirons rien de plus des arabesques d'un scénario frémissant et de personnages tout en nuances, mais nous pouvons néanmoins donner le point de départ, celui de la visite d'un soldat français démobilisé en Allemagne au lendemain de la Grande Guerre. Il existe évidemment deux terrains de conflit. Le premier est politique, de façon classique. Notre homme reçoit, en prenant une chambre d'hôtel de cette petite ville d'Allemagne, un accueil des plus froids quand il n'est pas hostile. L'inverse nous eût surpris. Ozon ne développe pas vraiment l'idée, mais il n'est pas interdit de reconnaître dans la soif de revanche de certains soldats du Kaiser, blessés par le très inique traité de Versailles, comme les prémices du poison nazi qui emportera toute l'Europe quelques 20 ans plus tard. Pour l'heure, nous sommes à la fin des années 10 et un sentiment d'écrasement semble partagé par les hommes et les femmes des deux pays, une gueule de bois phénoménale. Plus de 100 ans après les faits, alors qu'il ne reste plus le moindre poilu vivant pour témoigner de l'enfer des tranchées, il n'est pas inutile de rappeler que cette boucherie fut immonde. Frantz n'en montre que des images furtives, mais tout y ramène en attendant la sortie du superbe Cessez-le-feu, premier film d'Emmanuel Courcol mettant en scène deux frères également frappés par la guerre, interprétés par Romain Duris et Grégory Gadebois. Au plan individuel, les échanges sont sans doute plus feutrés, mais pas moins douloureux, car notre visiteur entreprend de nouer une relation avec les parents et avec la fiancée d'un soldat allemand qu'il dit avoir eu jadis comme ami et qui a péri durant la guerre. Dans cette relation se niche toute la délicatesse, toute la violence contenue, toute l'ambiguïté du monde. On pense à plus d'une reprise au regard gêné et aux gestes empêchés qui faisaient tout le sel d'une promesse, le film de Patrice Lecomte qui lui aussi se déroulait en Allemagne autour de la Première Guerre. Le film vibre à se perdre, nous perdre dans l'infiniment délicat. Ozon, qui a longtemps donné dans la provocation, semble prendre un plaisir gourmand à barrer à l'opposé. Ce qui ne veut pas dire qu'il est totalement changé de bord, au contraire, mais il avance désormais masqué. Le ton très épat-de-bourgeois des amants criminels, par exemple, semble appartenir à un autre temps. Mais Ozon pose encore et toujours les mêmes questions sur l'impossibilité du deuil, sur l'absence qui ronge les cœurs, sur l'abandon des siens, sur l'étouffoir familial, etc. Et bien sûr, sur l'identité sexuelle. Car si le sujet n'est pas central, on se pose un moment la question de l'homosexualité du héros. Son corps à corps avec un soldat ennemi dans la tranchée n'est pas dénué d'ambiguïté. Un corps à corps dont l'abandon n'est pas celui de la petite mort, mais bien de la définitive. L'équivoque est d'autant plus grande que c'est Pierre Ninet qui prête ses traits au personnage du soldat perdu, Pierre Ninet qui fut, il y a peu, un superbe Saint-Laurent chez Jalil Lesper. Ozon a beaucoup d'empathie pour le personnage, mais il en a davantage encore pour la petite fiancée allemande. Le cinéaste a toujours magnifié le sexe féminin, plus souvent, plus courageux, plus sincère aussi que son homologue masculin. C'est sans avoir à se forcer le moins du monde que le signataire de Huit femmes a choisi de faire de la petite fiancée le personnage central du film, contrairement à la pièce dont celui-ci est adapté. C'est dans ce déplacement de point de vue que le film tire sa force et son originalité, une façon subtile de signifier l'évolution des sentiments et des émotions. Formellement, le film est au diapason. Le choix du noir et blanc ne nous surprend qu'à moitié, parce que l'image noir et blanc possède une beauté presque aristocratique
que n'a pas la couleur. Mais ce choix confère au film une authenticité supérieure. Nous avons vu tant de documents d'époque en noir et blanc que le réalisme réclame paradoxalement que les couleurs ne soient pas au rendez-vous. Elles ne sont d'ailleurs pas tout à fait absentes, osons les faisant jaillir à quelques moments chargés d'une émotion ou d'une chaleur particulière. Si l'on ajoute le choix des décors, la précision du cadre, la délicatesse de la gestuelle, on ne pourra que conclure à l'exquise beauté de ce film pas comme les autres. La pièce dont le film est tiré est de la plume de Maurice Rostand, fils de l'auteur de Cyrano, un dramaturge prolifique, pacifiste fervent et homosexuel déclaré. Une première adaptation de la pièce avait été faite sous le titre « L'homme que j'ai tué » en 1932 par Ernst Lubitsch, le seul pas du signataire de To Be or Not to Be hors des sentiers de la comédie dont il reste à jamais l'un des maîtres. Signalons que comme il l'avait fait en adaptant Potiche de la pièce de Barry Aigrédy, Ozon a choisi d'ajouter une dernière partie originale qui offre une perspective nouvelle et sans doute plus mélancolique. Nostalgie, mystère, douce fragrance d'un désir inassouvi. Le cinéaste explore toutes les façons d'exprimer un sentiment pour bien signifier que rien n'est simple en ce domaine. Mais si le cinéma d'Ozon s'applique à montrer que les histoires d'amour finissent mal en général, Frantz suggère qu'il y a quelque chose de finalement trivial, profane, dans la constitution d'un couple qui choisit de s'unir pour la vie. On ne saura rien de ce qu'il serait advenu si Frantz était revenu de la guerre et avait épousé sa fiancée, alors que les efforts consentis par celle-ci pour toucher le cœur du visiteur français tiennent du sacré. Frantz est le film le plus romantique que le cinéma français ait produit depuis des lustres, qui encense le sentiment amoureux et vénère l'art, en mettant en lumière l'un des tableaux les moins connus de Manet, Le Suicidé, un tableau peu consensuel que d'aucuns ont vu comme un incident de palette. Ozon finit son film sur le désir, la mort et la solitude de l'artiste. Faut-il y voir un autoportrait ?